Jeudi, jour de paye de vacances, parce que c'est le dernier épisode, l'épisode bilan de la 3e saison de Leader RH. Merci d'être là, puis je sais que c'est pas un épisode comme les autres, mais c'est un épisode qu'on prend le temps de faire, le bilan de l'année, puis réfléchir à ce qu'on a appris, ce qu'on a découvert. On a eu une saison extraordinaire. 11 leaders RH sont venus s'asseoir à notre micro. On a aussi fait 5 épisodes micro-RH, des petits épisodes un petit peu plus courts, où on double-cliquait des fois sur un sujet, sur un thème, souvent qu'on a fait dans des événements, parce qu'on était présent pour la première fois. Le podcast est sorti du studio, puis on a été à Montréal au Salon de l'innovation en technologie, donc HR Tech, Technologie RH, et au sommet de l'innovation en formation qui a eu lieu à Québec. Donc, c'est la première fois qu'on sortait de notre studio. Donc, très intéressant d'aller à la rencontre de la communauté, de vous rencontrer, d'avoir des feedbacks, puis de faire connaître aussi à des personnes qui ne nous connaissaient pas. Alors, bien content de ça. Oui, un bilan, parce que ça fait partie de notre travail individuel, puis de nous, comme leaders, de réfléchir à ce qu'on a appris, ce qu'on a fait différemment, qu'est-ce qui nous a fait évoluer, réfléchir ou dire, ben non, ça, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Cette année, c'est pas différent. Ce qui est peut-être différent, par contre, ce que je me disais, je sais pas si c'est que je suis davantage à l'aise avec le format puis avec le podcast. J'ai passé par-dessus mes propres combats et mes propres perceptions de syndrome de l'imposteur. J'étais dans un mode un peu différent. Je dirais, cette année, cette saison-ci, j'ai beaucoup plus été moins dans ma tête, puis encore plus dans les conversations, puis ça résonnait pas mal, ça revenait dans ma tête, parce qu'il y a des choses que suite aux épisodes, j'ai fait, ouais, ça, je pourrais mettre ça en pratique dans ma vie personnelle, ou je pourrais mettre ça en pratique dans mon entreprise. Donc, vraiment intéressant. Le principe du bilan de saison, c'est aussi de faire des liens, parce que des fois, on se sent bien, puis on se sent vraiment tout seul dans notre pyramide, puis dans notre rôle RH. Des fois, vous pouvez être tout seul dans votre entreprise qui est au RH. Des fois, vous êtes dans une plus grosse équipe, mais vous êtes quand même... on peut avoir un sentiment que, ben voyons, pourquoi ça arrive juste à moi, comment je pourrais faire. Puis on se rend compte qu'il y a souvent beaucoup plus de liens qu'on pense à faire entre ce qui est vécu. Des fois, on se dit, ah oui, mais dans une petite entreprise, c'est différent que dans une grande. Ah oui, mais en technologie, c'est différent que dans une manufacturier, d'un service au gouvernement et vice-versa. Des petites nouvelles pour vous. Peut-être que l'ampleur ou l'amplitude des problèmes ou des solutions qui s'offrent à vous sont différentes dans une entreprise de 10 000 employés comme Domtar avec Sébastien, ou une autre entreprise de plus petite envergure d'une centaine d'employés. Mais l'essence même, ce qu'on met en place, ce qui se fait en arrière de tout ça, puis le pourquoi on fait telle action, ça reste pas mal souvent la même chose. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de liens à faire entre nos invités, entre nos épisodes, et c'est ce que je m'apprête à faire avec vous. Ça va, pour certains qui ont suivi toute la saison, ben vous allez vous souvenir des choses dans les épisodes. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois ou qui sont des gens, des auditeurs récents, ben peut-être ça va vous donner la piqûre puis le goût d'aller écouter un épisode passé avec un de nos invités de la saison. Donc, sans plus tarder, on lance ça. Ma première prise de conscience, ma première réalisation, c'est tout le thème, c'est un thème récurrent qu'on a au podcast, c'est comment se rendre plus stratégique, comment on peut sortir d'un rôle purement transactionnel puis se rendre plus stratégique dans les organisations qu'on est comme RH. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu vraiment souvent. Julie, Sébastien, Claudie en a parlé aussi. Mélissa, bref,
à peu près tout le monde en a parlé, puis ont partagé c'est quoi leur méthodologie ou c'est quoi la recette pour devenir vraiment plus stratégique. Ça passe par la gouvernance, la planification, comprendre la business. Ça, c'est quelque chose que je pense qui est revenu puis qu'on doit tirer. RH, on est une fonction en support de l'organisation qui livre une mission puis qui a une mission commerciale. On est les gens qui livrent les talents, qui livrent la rémunération, la mobilisation et tout ça, mais qu'on est les gens qui supportent les gens qui font vivre ces valeurs puis la culture de l'organisation en soi. Donc, faut pas oublier cet aspect-là. Puis, si on reste dans le pelletage de nuages, comme des fois on se fait dire, malheureusement, ben, on manque peut-être un peu le bateau. Parce que quand on est assis autour de la table de direction, ben nous, on est la tête organisation puis la tête ressources humaines de l'organisation, au même titre que la personne des finances, le CFO, le directeur financier, contrôleur. C'est pas quelqu'un qui produit, là. C'est pas quelqu'un qui transforme l'organisation, qui amène mais pourtant, c'est quelqu'un qui a une vision de la business. Qu'est-ce qui est rentable? Qu'est-ce qui l'est pas? Quel projet? Comment on le fait? Allocation de l'argent. Mais vous faites la même chose en RH. Fait que vous intéressez à la business, comprendre comment l'entreprise fait son argent, quelles sont les lignes d'affaires qui sont les plus rentables, quels sont les projets qu'on va venir, où est-ce qu'on s'en va avec notre réflexion stratégique puis notre planification stratégique, parce que ça va orienter quelles vont être vos actions, puis en alignant ces actions-là avec le plan de l'organisation, vous allez automatiquement gagner en crédibilité, puis automatiquement vous asseoir dans des rôles de plus en plus stratégiques. Puis oui, il va toujours en rester du quotidien puis du transactionnel. Et c'est correct, ça fait partie de notre fonction. Je faisais le parallèle avec les finances tantôt. Il reste encore des factures à payer, puis des chèques à faire, puis des fournisseurs à appeler. Puis ça reste, cette poutine-là est encore là. Par contre, c'est de se donner cette altitude-là, de réfléchir puis de dire qu'est-ce que ma business a besoin pour, d'un point de vue humain, pour évoluer puis pour atteindre ses objectifs d'affaires. On a parlé, dans ce domaine-là, on parle aussi de quand il y a des acquisitions, par exemple. Soit on est acquis, ou soit on acquiert une entreprise. Comment on se positionne, comment on vient livrer de la valeur au travers de tout ça et qu'on harmonise l'ensemble des processus, l'ensemble des packages de rémun, des politiques entre les différentes organisations pour dire « Ah ben on acquiert pour acquiert puis on garde tout en place sans bouger parce qu'on veut pas brasser puis on veut pas faire de changements puis créer de remous. » On oublie que la business vit déjà des tonnes et des tonnes de remous avec plein de choses qui se passent. Ben, si on peut dire, bon, on regardera ça quand on arrivera là, ben, quand ça va être le temps des évaluations, que ça va être le temps de la rémun, les plans. Ah, mais pourquoi eux autres, ils ont ça? Pourquoi eux, ils ont tant de semaines de vacances, mais nous, on n'a pas? On est rendu dans la même compagnie, etc. Vous vous achetez du problème à long terme si vous établissez pas votre bon plan d'intégration. Puis tous les leaders à qui on a parlé, avait cette vision-là de dire que soit, tu sais, comme Domtar, Résolu, t'es le plus gros joueur, mais ils se sont fait acheter par un plus petit. Fait que Sébastien Richard, dans un épisode, dit, ben, ça change notre posture, mais ça reste quand même qu'on est acquis. On a un acheteur, mais c'est un plus petit que nous qui nous a acheté. Comment on se positionne? Comment on s'intègre dans cette nouvelle structure-là, puis dans cette nouvelle organisation-là pour, oui, tirer profit de ce que nous, on a fait, mais peut-être qu'une plus petite organisation avait peut-être un peu plus d'agilité, des programmes, des choses en place qui existent que, hey, pourquoi on réinventerait la roue? Puis on pourrait peut-être, nous aussi, prendre ça de notre côté. Et c'est pas toujours de monter vers la hausse. Des fois, j'entends ça dans des acquisitions. Ouais, mais si on intègre, on va être obligé de monter à tout le monde à la hausse parce qu'on a acheté quelqu'un qui avait des meilleures conditions ou vice-versa. Je pense que c'est Julie Bélanger qui nous disait, dans des acquisitions, des fois, elle a racheté des conditions salariales, des conditions de travail. Dire, hey, on t'enlève une semaine de vacances, mais on va te compenser de telle méthode, ta rémunération, au niveau des fonds de pension, des cotisations, ça s'uniformise parce que vous allez tellement sauver de temps après, puis à gérer
vous ne gérez pas ces problèmes-là, il y en aura bien d'autres qui seront là. Donc, l'importance de l'intégration, on parle, on en a parlé, Claudie Gingras de chez Nexap qui parle comment c'est important, comment la planification stratégique, chez eux même, c'est un processus RH, la planification stratégique. C'est pas business, c'est eux qui drivent ça. Comment on le prévoit, comment on le planifie, parce que ultimement, on est une entreprise, puis c'est une entreprise de service dans leur cas. Donc, tout ce qu'on va faire, pourquoi on veut ouvrir un nouveau bureau, pourquoi on veut développer tel produit, quel genre de compétences ça va nous prendre, comment l'industrie va nous frapper, puis ça va nous demander, nous, de nous adapter. C'est ultra important, ce côté stratégique-là. Fait que si on veut jouer notre rôle de gouvernance dans l'entreprise, il faut apporter de la cohérence dans nos acquisitions puis apporter de la cohérence dans nos actions. Et ça passe par comprendre la business, comprendre où est-ce qu'on s'en va, puis livrer de la valeur, puis aider l'entreprise à faire de l'argent, parce que c'est l'argent qui finance nos projets, puis c'est là la création de profit qui fait en sorte qu'on peut améliorer nos conditions, puis qu'on peut le faire. Puis il y a toujours possibilité de faire un ROI sur n'importe quel projet. Il y a toujours une façon de ramener ça, mais il ne faut pas oublier qu'on est un élément important des organisations, des entreprises, puis il ne faut pas se faire mettre à côté parce que les RH ne sont pas business. Tous ceux qui sont venus ici, je pense entre autres Mélissa Lafont, qui était à l'aéroport. Comment c'est payé un aéroport? T'sais, nous autres, on achète... Avez-vous payé de quoi à l'aéroport, vous autres, après, à part votre stationnement, peut-être? Ben non, vous avez acheté un billet d'avion à Air Canada, Air Transat. Oui, mais l'aéroport fait son argent comment? Il y a combien d'employés de l'aéroport? Comment ça fonctionne? Ben, une des choses qu'elle a fait dans ses premières semaines qu'elle a pris son rôle à l'aéroport, c'est de s'asseoir avec le CFO et de dire « Explique-moi donc nos états financiers. Où sont nos flux? Où sont nos revenus? Où sont nos dépenses? Qu'est-ce qu'on peut contrôler? Qu'est-ce qu'on peut faire? » De comprendre comment ça fonctionne. Des fois, on prend pour acquis parce que on est dans le manufacturier, on fabrique du pain, ben on fait du revenu en vendant du pain, that's it. Moins ça coûte cher faire du pain, mieux on fait des profits. Ben ça veut pas nécessairement dire, il y a peut-être l'autre ligne d'affaires. Il y a tellement de modèles d'affaires puis d'entreprises aujourd'hui que de comprendre ça, ça nous amène vraiment plus loin, puis ça nous amène plus stratégique dans notre rôle, mais aussi plus crédible autour de la table, puis qui nous amène ceux qui ont des visées de développement, puis d'accéder à des rôles de plus en plus stratégiques, de plus en plus de direction, puis de gestionnaire. Ben, c'est clairement la clé des champs, elle est là. Intéressez-vous à la business va s'intéresser à vous. Ça, c'est mon premier constat. Vraiment, j'ai nommé quelques personnes, mais ça revient souvent dans la plupart des entrevues. Et ça, c'est très intéressant. C'est très bon parce qu'on veut des RH puis on veut des leaders RH qui sont stratégiques dans les organisations. Premier constat, on y va. Deuxième constat que j'ai trouvé, on a parlé souvent de la culture d'organisation. On a même eu le débat des fois avec certains invités de dire est-ce que c'est les RH qui ont le rôle ils ont le chapeau de la culture? C'est au RH de soutenir la culture? Ou c'est à l'organisation, ou c'est au leader, ou tu pourrais avoir le même, ça change de leader. Je me souviens plus qui en a parlé exactement, mais on disait le leader a changé, le CEO a changé, puis pourtant on avait la même personne au RH, la même culture, la même valeur qui était écrite sur les murs, mais ça l'a changé l'organisation. Fait que c'est-tu normal que ce soit les RH qui aient le rôle d'être gardien de la culture? Alors qu'en réalité, on s'est influencé par d'autres choses. On s'est rendu compte aussi que c'était influencé énormément par nos gestionnaires de premier niveau, puis nos gens qui sont en premier pas, en première ligne de feu avec nos employés. Si eux vivent pas la culture, si eux la comprennent pas, si eux la font pas vivre à nos employés, comment on peut se positionner là-dedans? Et ça, c'est un thème qui est revenu souvent.
comment on vient soutenir nos gestionnaires. Et je pense que c'est Mélissa qui disait « Mon énergie comme RH n'est pas tant directe auprès des employés et aussi principalement auprès des gestionnaires pour mettre en place, pour soutenir. » Puis c'est un thème qui avait été sorti l'année passée aussi dans une des entrevues de notre rôle comme ressources humaines. Si on veut multiplier notre effet puis notre impact dans l'organisation, petit clin d'œil à la formule de Sébastien chez Domtar, ben c'est peut-être de faire en sorte d'avoir nos gestionnaires de notre côté, de les former, de les soutenir, puis de leur faire comprendre comment ils peuvent jouer leur rôle. Tu sais, la culture, ça se co-crée pour plusieurs personnes, ça se développe avec les gens. C'est pas juste... faut que ça soit observable sur le terrain. C'est pas juste des choses qu'on écrit sur le mur, comme on dit. Faut que ça soit cohérent aussi. Entre autres, une entrevue avec Marie-Ève Charest chez TLM. Eux, une de leurs valeurs puis dans leur culture, c'est l'autonomie puis la responsabilisation des gens. Mais comment ils ont converti ça puis ont concrétisé ça dans la vraie vie? C'est que leur processus d'onboarding, par exemple, ils l'ont transformé pour que ça soit l'employé qui s'onboard lui-même. Et là, il y en a que... La première fois qu'elle m'a dit ça, les oreilles m'ont frisé un peu. J'ai fait, ben voyons donc, c'est la tâche du gestionnaire, puis c'est la tâche de... Voyons, on se déresponsabilise comme RH puis comme organisation, de dire, hey, voici ton kit, puis c'est à toi de te booker tes rencontres puis de t'organiser. Mais quand on l'écoute comme il faut, puis qu'elle nous explique le processus, puis comment c'est intégré dans leur culture, où ils ont des gens 100% remote, où ils ont des gens des fois en mandat chez des clients pendant 2-3 ans, ils sont dans les services de technologiques. Comment tu peux réussir à faire vivre ta culture quand tu dis on est une organisation autonome? Il faut que tu sois responsable toi-même de te booker dans si tu as un problème, il faut que tu lèves la main, il faut que tu ailles voir ton binôme. Ils ont des systèmes de binôme. Tu peux booker du temps avec le président n'importe quand. Ben, si tu ne l'as pas fait ou si tu es gêné de te booker dans l'agenda du président ou ton premier meeting quand tu arrives en entreprise, c'est dans tes tâches de te booker dans l'agenda du président puis de le faire puis que le président t'accueille puis il est super content que tu viens déjà d'enlever une barrière psychologique de dire « Mon Dieu, faut-tu que vas-tu vraiment faire ça? Moi-même, simple programmeur, me booker dans l'agenda du président. » Oui, parce que c'est ça notre culture, parce que c'est ça qu'on veut faire puis c'est ça qu'on te demande de faire. Puis si déjà dans les premières semaines, tu te dis « Aïe, je suis pas bien là-dedans, je suis pas ça », ben, peut-être que tu seras pas bien à long terme dans notre organisation parce que c'est ça qu'on est, parce que cette culture-là se vit. Fait que je trouvais ça frappant, mais aussi mauditement vrai puis réaliste de dire, ben voici comment ça se vit concrètement chez nous. Puis j'aime bien mieux que tu t'en rendes compte dans les premières semaines, premiers mois que, hey, cette culture-là, c'est pas faite pour moi ou, aïe, je suis vraiment tombé à quelque part où ce que j'aime. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Martine, aussi, tu sais, dans le domaine des groupes ALEN qui sont dans le domaine de la mécanique industrielle, des travaux civils, des stations de pompage, des choses comme ça. Ils ont vécu une acquisition, ils se sont fait acquérir, elle est rentrée là-dedans. On parlait d'une entreprise familiale qui avait des valeurs, des façons de faire. Puis là, maintenant, c'est un fonds d'investissement, des investisseurs, on travaille. Comment on transforme une culture d'organisation? C'est pas parce que du jour au lendemain, que ce soit en mode acquisition ou que ce soit en mode fusion comme ça, que de dire, ben voici, on s'appelle toujours la même chose, c'est toujours le même monde qui est là, puis on claque des doigts, puis voici nos nouvelles valeurs, voici nos nouvelles façons de faire. Ça se développe au fil du temps et ça prend du temps à le faire. Puis c'est ce que je trouvais le fun de Martine. Elle expliquait vraiment comment il s'y était pris. Puis comment elle pouvait utiliser différents éléments dans son coffre à outils pour faire cheminer les gestionnaires, mais faire cheminer les employés aussi. Jean-François dans l'hôtellerie qui nous parle de la culture du service à la clientèle. Quand vous êtes sûrement déjà allé dans un hôtel dans votre vie, ben l'expérience qu'on vit, comment
on s'en va là parce qu'on est en vacances ou en voyage d'affaires, ou le mood peut être différent, mais on doit toujours avoir un service extraordinaire. Vous avez juste besoin de lire les reviews sur TripAdvisor ou quoi que ce soit. Des fois, moi, je voyage, puis là, je regarde ça, puis là, des fois, je lis les commentaires, puis je fais comme, OK, clairement, cette personne-là, elle serait jamais satisfaite. Peu importe, fait que je baserai pas ma décision là-dessus, mais des fois, il y a des bons commentaires, il y a des bonnes perspectives des gens. Ben, pourtant, c'est la même personne, le même employé dans l'organisation qui a peut-être fait vivre une expérience de service à la clientèle X qui est perçue de façon très positive par une personne, puis par un autre voyageur va être perçu négativement. Fait que comment je m'assure que ça percole à l'intérieur de mon organisation, cette valeur-là de service à la clientèle. Fait que vraiment des choses intéressantes. Ça, c'est l'autre chose qui m'a passé par la tête. Arrêtons de voir ça comme la culture, comme une affaire de quelqu'un d'autre. Puis arrêtons de voir ça comme c'est juste l'apanage des RH. C'est pas vrai, ça, j'en suis persuadé. Mais maintenant, comment comme organisation, puis comment comme leader RH, on se positionne pour faire comprendre à nos gens, amener nos leaders, amener nos gestionnaires, amener nos gens à bien comprendre le rôle qu'ils ont. Puis tu sais, je me souviens, je pense Mélissa, elle parlait dans une entreprise passée, elle disait, des fois j'allais voir ma présidente pour lui dire, hey, les gens s'ennuient de toi, va donc te promener un peu plus, va donc voir sur le plancher et tout. Pas parce que tout d'un coup, elle était plus intéressée puis c'était pas important, mais juste parce qu'il y avait le tourbillon quotidien de qu'est-ce que ça peut être d'être CEO d'une entreprise. Ben, ça ramenait à ça, les valeurs de proximité, puis ça ramenait à voici comment elle se vit, la culture d'entreprise. Ça, c'est mon deuxième takeaway. Je prends quelques secondes pendant cet épisode pour remercier Ansia, notre partenaire du podcast Leader RH. Vous savez à quel point ça peut être difficile de recruter 2, 3 bons employés. Alors imaginez devoir en recruter 100, 200, 500. C'est ce que Ansia fait, du recrutement de volume, mais tout en conservant la touche humaine. Donc, régler tous les problèmes d'attraction, de recrutement et d'intégration pour toute entreprise qui font plus de 100 recrutements par année. Alors, merci Ansia et bonne écoute. Troisième takeaway de cette saison, la responsabilisation, l'autonomie, le bien-être au travail. C'est oui, on en parle, de la responsabilisation. Puis, tu sais, on a eu des gens l'année passée, Groupe Morneau sur l'entreprise responsabilisante. On a eu aussi cette année PCN Physio, Émilie, qui est venue parler de comment elle le vit. Puis, à moindre mesure, ben, on n'en a pas parlé beaucoup avec Marie-Ève de TLM, mais c'est une entreprise qui vit un peu la même chose. Comment les organisations implantent puis amènent les gens à se responsabiliser, que ça soit par de la robustesse ou de faire en sorte qu'on élimine nos petites zones grises dans nos processus, dans nos façons de faire, comment on rend nos gens autonomes et comment ça bénéficie à l'entreprise de façon globale. On a parlé avec Émilie, qui est dans une entreprise de PCN Physio, qui est une entreprise libérée. Donc, elle a parlé de l'impact au niveau de la rémun, au niveau de la performance, parlé de plein de sujets en lien avec ça. On a parlé aussi dans son cas de bien-être au travail, parce que c'est intimement lié à ça. Mais je pense que un des fils conducteurs, c'est de se positionner nous-mêmes sur notre propre perception de c'est quoi la responsabilisation, puis c'est quoi l'autonomie qu'on veut. Je me souviens de l'entrevue avec Julien Pierre Boisvert, qui est chez AppDirect, un directeur d'acquisition de talent. Si vous aimez l'acquisition de talent puis un tripeux de techno, j'étais assis sur le bout de ma chaise, je pense lui aussi tout le long de l'épisode. On a eu un épisode de groupie, si on peut dire pour ma part. On a eu une conversation enflammée, mais il a dit quelque chose un moment donné, puis tu sais, sur la priorité
priorisation puis la responsabilisation des gestionnaires. Parce que souvent, on est pris entre l'arbre et l'écorce au RH, puis souvent, parfois, on se fait mettre devant le fait accompli, mais en réalité, notre gestionnaire, un gestionnaire, il nous repousse notre rencontre. On a une rencontre pour faire un suivi de la performance d'un employé. Le gestionnaire nous demande notre avis ou nos conseils, mais bon, il nous repousse la rencontre. Même chose, il nous demande un poste. C'est urgent. On est en recrutement. Là, faut vraiment que tu me trouves quelqu'un. Tu y envoies des candidatures, puis il te redonne plus de nouvelles. Ou ben non, j'ai pas le temps de les rencontrer. C'est urgent. Mais la prochaine dispo qu'il y a pour rencontrer un candidat, c'est dans 3 semaines. Fait que j'ai aimé ça. Julien Pierre, il dit, puis je vais le paraphraser, mais il dit, écoute, si toi, je comprends pour toi, ce rôle-là, c'est pas ta priorité actuellement. Ça l'était peut-être il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Je comprends que tu es plus priorisé puis tu me donnes plus de suivi. Donc, si toi, tu choisis de me déprioriser dans ton agenda de gestionnaire, ben moi, ton poste, je suis tout le temps en priorité parce que je suis directeur d'acquisition de talent. Donc, je suis tout le temps sur le gun. Ma job, c'est de garder mon équipe alignée sur les priorités de la business puis les priorités des clients internes que j'ai. Par contre, si tu décides de ne plus me prioriser, ben, you bet que moi, je vais te déprioriser aussi. C'est pas vrai que je vais rester là à attendre, puis à attendre, puis dire, puis dans 3 semaines, 6 semaines, quand tu vas t'allumer, puis que ça n'aura pas avancé, tu vas venir me dire, voyons, ça marche pas. Puis quand toi, tu vas te faire ramasser, quand ton gestionnaire va se faire ramasser par son boss, pour dire, voyons, qu'est-ce qui se passe? T'as pas recruté, pensez-vous qu'il va prendre sa responsabilité ou il vous enverra pas en dessous du train, puis du bus, puis dire, ben ouais, mais là, j'ai pas trop de candidatures, ça marche pas trop, c'est vraiment long le recrutement. Puis là, vous allez travailler à contre-courant pour dire, ben oui, mais je t'en envoie puis tu me donnes pas de suivi, Il dit, je suis très clair, je responsabilise mes gestionnaires, je priorise les dossiers puis je responsabilise mes recruteurs à dire, si tu n'as plus de mandat ou si tu n'as plus de feedback puis on ne travaille pas en collaboration comme gestionnaire puis recruteur, ben, tu me dépriorises, je me donne l'autorisation aussi de te déprioriser. Puis quand tu reviendras à nouveau et tu auras besoin de ton poste, ben regarde, je vais fermer ta réquisition puis tu repasseras au travers du processus pour te faire réapprouver un poste puis refonctionner. Je vous dis, ça fait dans le dash quand il me dit ça. Mais après, je réfléchis puis je fais, Colin, c'est ça pareil. Pourquoi les autres viendraient guider votre agenda puis ça se travaille à 2? It takes 2 to tango, qu'on dit l'expression. Ben, c'est ça aussi. Donc, responsabiliser, oui, nos employés individuellement, mais responsabiliser les autres gestionnaires qui sont vos clients internes comme RH à, hey, je suis là pour te délivrer un service. Je suis là au service de la compagnie. Puis si je suis pas dans ta priorité ou si ce que j'apporte, c'est pas prioritaire, c'est pas intéressant pour toi, parfait. Il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre dans l'organisation, puis je te priorise. Arrêtez d'être à la merci puis à la remorque de ça, puis de se responsabiliser, puis responsabiliser nos gestionnaires. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est revenu souvent dans les sujets. Fait que c'est super important. Fin du troisième point. 4e point que j'ai vu. Engagement, alignement par rapport à l'actionnariat. On a eu cette saison 2 personnes qui sont venues nous parler. Ben, on a parlé d'actionnariat, puis on a parlé de valeur d'entreprise, puis d'achat-vente d'entreprise avec Ariane de Valsoft. Donc, on a Jasmine Paradis-Laroche de Stas, puis aussi Claudie Gingras de Nexap qui sont venus parler de comment on aligne les besoins de l'entreprise avec l'actionnariat. Ils ont tous les 2 vécu un processus où ils sont devenus actionnaires de l'organisation. Dans le cas de Jasmine, c'est une démarche vraiment plus large qui s'est inscrite, qui ont fait dans les processus d'intéressement à long terme, qui ont travaillé, fait qu'elle nous explique tout ça, où tous les membres du comité de gestion, de direction sont devenus actionnaires de l'entreprise. Puis, quelle était la vision et quel était le besoin du président, Louis, de mettre ça en place? Et quel message ça a envoyé aux employés quand, après une période un peu tumultueuse, on revient et
tous les directeurs sont actionnaires de l'organisation et ils sont pas actionnaires parce qu'ils ont reçu des actions d'une boîte de Cracker Jack. Là. Ils ont littéralement été empruntés au prix de leur argent et ça, c'était important pour le président qui ait un investissement et non, je reçois des actions de façon gratuite. Et comment ça a amené une mobilisation, de l'équipe de gestion, parce que ils ont de l'argent en jeu, mais aussi comment ça a amené une mobilisation auprès des employés de dire « Hey, ça veut dire qu'ils croient à la business, ça veut dire qu'ils ont été prêts à hypothéquer leur maison, ils ont été prêts à sortir leur REER, le placement pour investir. » Ben, Colin, l'entreprise, peut-être qu'on traverse une période rough, ou peut-être qu'on l'a traversé puis que ça s'en va mieux, puis toute notre équipe de direction s'unit, puis investit, puis croit en l'organisation. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant comme perspective. Je trouvais ça aussi le fun qu'elles disent, ben c'est important d'investir. Parce que, on a... Puis bon, moi, je suis seul propriétaire d'Ansia, mon entreprise, mais... j'avais déjà vu dans une conférence, puis il disait, c'est pas le fait d'être actionnaire d'une entreprise qui fait que tu te comportes comme un actionnaire ou tu te comportes comme un propriétaire. Hein? Puis tu sais, des fois, je vois ça dans des cercles d'affaires ou avec d'autres entrepreneurs, puis il dit, Colin, le monde sont pas motivés ou, tu sais, ils font pas toutes les heures que moi je suis prêt à faire ou ils sont pas, je voudrais qu'ils se comportent, mon directeur, je voudrais qu'il soit plus ou des actionnaires minoritaires qui sont pas motivés. Ou des gens qui disent « Hey, je vais ouvrir mon capital d'action, je vais donner des actions à certains de mes employés clés pour les retenir, mais aussi pour qu'ils se sentent plus imputables et impliqués dans l'organisation. » Par contre, le conférencier, ce qu'il avait dit, c'est pas le fait de détenir des actions qui fait que tu deviens plus impliqué, puis imputable, puis engagé. C'est le fait de risquer ton propre argent pour devenir actionnaire, puis pour devenir propriétaire d'une organisation. Donc, quand tu dis je sors de l'argent de mes REER, j'hypothèque ma maison, là, tu as une redevance, tu as une imputabilité. Quand il faut que tu fasses tes paiements sur ton prêt personnel que tu as fait pour acheter l'entreprise, ben là, tu travailles dans une action. Fait que c'est cet effet-là. Puis ce conférencier-là, je me souviens, bon, je fais une petite digression du podcast, mais ça m'avait beaucoup marqué. Puis il avait dit, même dans les entreprises familiales, on devrait pas donner, parce que lui, il était issu d'une entreprise familiale. Son père lui avait dit, je prends un chiffre fictif, je me souviens pas, mais il dit, mettons, l'entreprise vaut 2 millions de dollars. Fait que, au lieu de te léguer l'entreprise puis te donner l'entreprise de 2 millions, je te donnerais 2 millions de dollars. Puis je vais te poser la question, voici 2 millions de dollars comptants. Serais-tu prêt à prendre ce 2 millions de dollars-là et dans une transaction séparée, acheter mon entreprise pour 2 millions de dollars? Et dit, si ton enfant, puis dis-moi le premier réflexe que j'ai eu quand mon père me dit ça, j'ai fait, ben peut-être pas 2 millions, là, peut-être, mettons, je m'en garderais 500 000 pour un petit coussin, mais j'achèterais peut-être à 1,5 million au lieu de, puis je me garderais un coussin. Ben, il dit, déjà là, c'était un signe que je n'étais pas all-in. Fait que si l'entreprise m'avait été donnée pour absolument rien ou m'était transféré à cause d'un décès ou quoi que ce soit, ben est-ce que j'ai la même vision ou la même couteau entre les dents comme entrepreneur? Ben, en tout cas, ça m'avait marqué vraiment cette réflexion-là et c'est revenu me chatouiller l'esprit quand Jasmine parlait d'engagement puis comment c'était important pour eux, pour le propriétaire, le président actuel, que tout le monde ait un peu de monnaie dans l'équation. Puis, Claudie Gingras, elle, de son côté, on n'est pas rentré dans les détails financiers de transactions, tout ça. Par contre, elle a dit quelque chose. Elle dit, c'est venu mettre des mots, c'est venu mettre une réalité sur « je suis bien ici ». J'ai de l'impact dans l'organisation où je suis. Je crois en l'organisation. Je suis là pour rester. C'est venu, tu sais, elle disait des fois, c'est les membres de sa famille disaient « Est-ce qu'ils te traitent bien? Prennent-tu soin de toi? T'es-tu correct? » Ben, elle disait, le fait de devenir actionnaire puis de dire « Ben oui », c'était comme « Ah, OK, ben donc, si t'es actionnaire, ça veut dire que tu crois en l'entreprise, ça. » Ben oui, je crois en l'entreprise. Baptême, je m'implique. Je suis là, c'est comme si c'était la mienne. Puis ce profil intrapreneur-là, intrapreneurial, ça l'a toujours défini dans sa vie puis dans tous les rôles qu'elle a joués. Fait que dans son cas, c'était aussi,
Ça a juste été ouvert à quelques personnes dans l'organisation. Donc, comment c'est perçu que, pourquoi on l'offre au RH, mais on ne l'offre pas à un autre? Pourquoi on l'offre à lui, mais pas à moi? Donc, comment on gère toute cette partie-là? Quelle est la réflexion en arrière de tout ça? Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. On parle de structure, on parle d'actionnariat, évidemment, ça amène des discussions sur c'est quoi la valeur, combien vaut l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait, on devient-tu actionnaire pour éventuellement la revendre, est-ce qu'on veut se faire acheter, on veut nous-mêmes devenir des potentiels acquéreurs puis de se mettre à acheter de plus en plus d'entreprises. Tu sais, Julie nous partageait de Sauvera qu'eux étaient dans un mode où ils ont fait des acquisitions, ils se sont départis. Il y a un fonds d'investissement qui est venu les acheter. Donc, c'est un mindset, un mode de vie qui est différent. Mais une des choses que j'ai trouvé intéressant aussi de ma conversation et de Julie et d'Ariane Desrosiers, qui est de chez Valsoft, qui était chez Connect & Go, c'est quand on sait que l'entreprise... Tu sais, eux, c'était clair. On bâtit cette entreprise-là, Connect & Go. On a fait un pivot, on a transformé l'organisation parce que on veut devenir soit être un playbook, ça va être nous, on va acheter quelqu'un, on va aller chercher un financier qui va nous backer pour que nous, on achète quelqu'un, ou on va être assez cute, puis assez beau, puis assez distinctif pour qu'un plus gros joueur vienne nous acheter. Finalement, c'est ce playbook-là qui a fonctionné. Ils ont été acquis par un gros joueur et ce qu'elle dit, c'est ça nous amène toute la dimension de comment on crée de la valeur dans l'entreprise, puis comment on peut, juste en discutant ce côté-là, tu sais, on dit des fois, il y a la mort puis les impôts, c'est les deux affaires qui sont sûres dans la vie. Une autre affaire qui est sûre dans la vie, c'est que l'entreprise pour laquelle vous travaillez, que ce soit un propriétaire unique, un actionnaire en chair et en os ou un fonds d'investissement ou peu importe, l'entreprise, ça fait partie du cycle de vie d'une entreprise d'être achetée puis d'être vendue, d'être fusionnée, de grandir puis de pivoter. Donc, comment on peut créer de la valeur dans l'entreprise? Et j'ai adoré le bout là avec Ariane où maintenant, elle siège, elle est directrice talent, culture ou RH, mais dans un fonds d'investissement qui achète des business. Fait que là, ceux qui cherchent à être plus stratégiques puis qui veulent gagner gagner des points ou gagner de la crédibilité auprès de leur présidente, DG ou actionnaire, ce qu'elle nous dit, c'est maintenant qu'elle est rendue de l'autre bord de la clôture, elle n'est plus celle qui se fait acheter, mais elle est là pour faire du due diligence dans des processus d'acquisition d'entreprise pour dire, on achète-tu cette entreprise-là? Elle vaut-tu bel et bien le prix qu'on est prêt à payer ou pas? Qu'est-ce qu'on met en place? Elle fait la vérification diligente pour les processus RH. Puis elle parle de 3 facteurs clés qu'elle va voir puis qui créent de la valeur dans l'entreprise, ce qui fait qu'ils vont donner plus de valeur à une entreprise qu'à une autre. Puis ça, ce point de vue-là, ça m'a frappé. Ça m'a rentré dedans parce que je me suis dit, hey, combien de fois, moi, comme mes RH, pas juste dans mon organisation, petite organisation, mais combien de fois j'ai entendu un RH, leader RH, où j'ai entendu un présidente d'entreprise dans des cercles d'affaires me dire, mon RH est venu s'asseoir avec moi, puis il me dit, écoute, on va t'aider on fera pas un programme de leadership pour faire un programme de leadership, ou on fera pas un programme de formation, ou on fera pas un programme de santé-sécurité pour sauver de l'argent, pour rentabiliser ci ou rentabiliser ça. On parle presque jamais de la valeur des organisations, alors que ça fait partie du quotidien. La valeur de l'organisation, c'est ce qui fait que tu es capable d'avoir du financement, c'est ce qui fait que tu es capable de grandir puis de croître. C'est une notion qui est un peu tabou, mais Colin, qu'on peut avoir de l'impact là-dessus comme RH. Entre autres, Ariane elle dit, moi, je regarde comment est-ce que l'entreprise puis l'entrepreneur s'est organisé pour rendre son monde autonome, son monde responsable. Hein? Vous vous souvenez du point de tantôt, là, qu'on en discutait? Elle dit, moi, une entreprise les gens sont autonomes, que tout passe pas dans les mains du président, que les gens savent le carré de sable, ils savent fonctionner, ça vaut plus qu'une entreprise qui en a pas. Puis que tout passe par le président puis la présidente.
Ben, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que la prochaine fois qu'on va pour mettre en place un programme de leadership ou un programme de responsabilisation de nos gens, au lieu de, tu sais, on dit tout le temps, ouais, mais c'est dur à calibrer, ou c'est, tu sais, quand vous faites votre analyse de retour sur l'investissement, là, ouais, mais c'est de l'intangible, c'est dur à... Hé, attendez 2 minutes, là. C'est pas juste dur. Oui, je comprends que tu n'auras pas un retour sur l'investissement, dire ça nous coûte tant, puis maintenant, ça va nous coûter tant, ce qui est notre vision, puis qui est notre lunette normale dans laquelle on analyse nos projets. Mais quand tu fais un projet qui dit ça va responsabiliser notre monde, nos gestionnaires vont devenir plus autonomes, ils vont contrôler eux-mêmes leur budget, ils vont avoir des règles d'engagement avec le gens et qui vont pouvoir dépenser jusqu'à tel montant, ils vont faire ci, ils vont faire ça, puis t'amènes ça à ton propriétaire d'entreprise, ton actionnaire, en disant c'est un des éléments qui fait que je vais créer de la valeur dans ta business, qui va faire en sorte que peut-être qu'au lieu de te vendre 4 fois les profits, tu vas te vendre 5 fois les profits ou 4,5 fois les profits parce que tu as une équipe autonome. Hey, ton retour sur l'investissement, puis tu le dis, si tu as une business qui fait 1 million de profits par année, puis tu vends 4 fois les profits, 4 millions ou 5 millions, ton retour sur l'investissement est-tu facile à calculer un peu? Ben, Ariane parle dans son entrevue de ces 3 facteurs-là. Fait que je vous laisse aller les voir, mais ça en est un, entre autres, qu'elle nomme. Puis ça m'a frappé comme une tonne de briques. Puis dire, Colin, on dit qu'il faut que les RH soient plus stratégiques, puis qu'il faut qu'ils soient davantage alignés avec la business. Mais la business, c'est aussi de faire des profits, puis de créer une valeur pour nos actionnaires, puis de faire en sorte qu'on soit acheté, vendu, faire en sorte que notre action, si on est coté en bourse, ben reste une valeur parce qu'on veut pas être sous les feux de la rampe, puis que notre action soit déplantée, puis qu'il fait en sorte qu'il y a des coupures, puis etc. Donc, tout ça, c'est une mécanique, puis de l'oublier, c'est comme d'occulter une partie super importante de qu'est-ce que c'est une entreprise. C'est de créer de la valeur pour ses actionnaires. Puis au travers de ça, on peut créer de la valeur pour nos employés, on peut créer de la valeur pour nos gens tout le tour. Puis on n'a pas besoin d'être actionnaire comme Jasmine puis comme Claudie le sont de leur organisation, mais on peut shifter la réflexion. Puis ça, vraiment, là, ça fesse. Puis Colin, qu'on peut s'améliorer puis qu'on peut, comme RH, avoir ce genre de conversation-là. Puis je suis persuadé qu'il n'y a pas grand présidente, actionnaire d'entreprise qui se font asseoir puis qui font parler par leur RH. Voici, on va mettre en place, on va mettre des systèmes d'automatisation. Pourquoi la performance, c'est si important? Oh, on n'en fera pas des évaluations. Des régimes de la rémun un peu tout croche. On ne fait pas notre équité salariale. On ne fait pas nos conformités avec les lois, les choses qu'on a. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave jusqu'au jour où tu veux vendre puis que là, ils font une due diligence puis se rendent compte que t'es en tort, ton équité salariale n'est pas correcte, etc. Je peux être sûr que ta valeur va planter, ou ils vont juste tout simplement retirer leur offre d'achat. Ils disaient, c'est quoi, c'est 20 000, 40 000 entreprises qui vont être à vendre dans les prochaines années. Il y a du monde, il va falloir qu'ils s'allument, que ça ne se vendra pas tout seul, puis on ne peut pas juste assister à une fermeture de toutes ces entreprises-là. Mais il faut que les entrepreneurs ils réalisent qu'ils sont en train de bâtir quelque chose qui doit être transmis, qui doit être transféré. Mais tout ça, ça part de comment on gère notre monde, comment on les développe, comment on gère la performance, comment on rémunère notre monde. Est-ce qu'on engage notre monde où ils sont engagés? Une fois que la business va être vendue, est-ce que tout le monde va partir parce que tout le monde n'est pas adossé, mais sont en adulation avec le fondateur? Puis une fois que la business est vendue, le fondateur n'est plus là, toute la business tombe? J'annonce que c'est super le fun pour l'engagement, peut-être, de se sentir ça comme entrepreneur, de dire « Ah, mon Dieu, tout le monde ferait n'importe quoi pour moi. » Mais si tu es en train de bâtir une business puis tu rêves un jour d'aller siper un pina colada sur une plage puis de prendre la coulée douce, si tu penses pas à ça, à tes plans de relève puis à ta performance puis à ton monde puis à ton engagement en dehors de toi comme personne, comme entrepreneur, ben tu passes à côté de quelque chose d'important. Fait que ça, là, c'est un takeaway. Mon plus gros, là, je le garde, je suis dans des trucs de la fin, mais c'est un des gros éléments de cette saison-ci, de comprendre ça, puis comment on s'intègre, oui, dans un écosystème avec nos autres départements de l'entreprise, comment on est là pour comprendre la business puis livrer ce que la business a à faire, mais comment on est un outil puis on est quelqu'un d'important pour créer de la valeur dans l'organisation, de la transférabilité, de l'engagement. C'est clé. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé cette année.
quelques secondes pour remercier notre partenaire principal du podcast Leader RH. J'ai nommé Ansia. Ansia qui lance cette année, en 2026, une IA vocale de recrutement, donc qui comprend le québécois. L'idée, c'est de permettre aux candidats d'avoir le choix entre faire une entrevue traditionnelle avec une préqualification traditionnelle avec un recruteur ou de pouvoir, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, faire une entrevue avec un recruteur AI, poser des questions sur l'entreprise et aussi expliquer son parcours. Dans tous les cas, un recruteur humain réécoute la conversation et est en mesure de faire une rétroaction personnalisée aux candidats ou candidates qui ont utilisé l'AI. Avec l'IA vocale de recrutement d'Ansia, c'est donner le choix et garder l'humain. Je terminerai en vous remerciant. Merci d'être là et d'écouter. Merci aussi de partager le podcast et de faire grandir la communauté de leaders RH. Bon, là, comme d'habitude, je me suis emballé. Là, je sais plus si on est à 4, à 5, à 6, peu importe. L'autre chose que j'ai appris qui m'a frappé cette année, vous me tiendrez le compte, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on est passionné, on est passionné. C'est ça que ça donne. L'autre chose que j'ai trouvé le fun, c'est qu'on a touché aux relations de travail cette année. Puis on l'a touché de différents angles. Entre autres, je me souviens, Sébastien Richard, qui est chez Domtar, il disait qu'il était lui-même, il a commencé sa carrière comme un délégué syndical. Il se promenait d'usine en usine, il représentait les employés, il négociait, il nous racontait que dans la valise de son char, il y avait tous les dossiers des employés, les dossiers des griefs, tout ça. C'était une espèce de classeur mobile dans la chose. Allô, loi 25, hein? La société a changé, c'est bien correct, c'est tant mieux. Mais c'était sa valise de son char, c'était pas juste un bureau, c'était le classeur. Puis il se promenait d'usine en usine, puis il faisait des négociations, puis écoute, il était tout partout. Puis du jour au lendemain, il tombe du côté patronal. Donc, il se retrouve de l'autre bord de la table des négociations où il était de l'autre côté. Fait que, il nous raconte cette époque-là qui l'a amené qui a forgé un peu sa carrière. Mais on a souvent une perception des relations de travail puis des relations syndicales patronales comme quelque chose de conflictuel. Puis, tu sais, je pense à Julie Bélanger qui nous disait, tu sais, dans un de ses premiers emplois où je pense que c'était chez Air Transat où, tu sais, elle allait faire des relations de travail puis tout ça. Puis là, elle dit « Ah non, je veux pas faire de relations de travail. Moi, j'aime pas ça me chicaner, tu sais. » Puis son mentor à l'époque, on avait dit « Ben justement, t'as bien compris parce que les relations de travail, c'est pas de se chicaner. C'est d'être toujours dans le compromis puis de comprendre qu'est-ce que eux veulent, puis ce que nous, on veut comme organisation, puis trouver un compromis, trouver un point milieu qui fonctionne. Fait qu'on n'est pas dans la chicane, mais on est dans la co-construction, puis on est dans le constructif en soi. Tu sais, Jean-François Dallaire qui nous a partagé un épisode, tu sais, à l'Hôtel Pur. Dans le domaine de l'hôtellerie, c'est des négociations qui sont coordonnées, donc tous les syndicats, tous les hôtels, même si c'est des unités d'accréditation différentes, négocient en même temps. Puis c'est une plateforme syndicale où ils vont demander 22% d'augmentation, peu importe l'hôtel, peu importe si tu es syndiqué avec la CSN. Tous les hôtels de la CSN dans la région demandent 22. C'est la plateforme pour l'ensemble des hôtels. Puis c'est comme ça. Puis c'est tout en même temps. Ils font les moyens de pression en même temps, des grèves en même temps, etc. Puis ça a mené un conflit quand même important où 6-7 mois de mémoire, l'hôtel était en grève. Puis comment tu as des lignes de piquetage, l'hôtel continue d'opérer, bon, un volume, un régime moindre, mais comment l'hôtel continue de rouler, puis c'est ces gestionnaires qui font des chambres, qui font de la réception, qui font de la restauration, qui font de la buanderie, etc., pour respecter, mais pour s'assurer que l'hôtel continue de rouler. Bon, à part que ça a été bon pour son podomètre parce qu'il faisait énormément de pas par jour, mais Jean-François nous expliquait aussi comment c'est important, même en situation de grève où techniquement, tu es en conflit, tu peux maintenir des relations qui sont cordiales, mais qui sont respectueuses, puis reconnaître que l'hôtel doit continuer d'opérer, mais que je comprends que vous êtes en grève, puis vous devez respecter les périmètres, puis on doit continuer de se parler, puis d'être respectueux, parce que, ultimement, quand ça va être fini, parce qu'un jour ou l'autre, ce conflit de travail-là va être fini, il va y avoir une réintégration en emploi, puis il va y avoir une réintégration au travail, puis on va continuer de travailler. On ne peut pas être juste en conflit continuel. Fait que
Ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est un peu rafraîchissant même aussi de dire faire des bonnes relations de travail, ça exige de connaître les dynamiques qui sont propres à chaque secteur, mais aussi de reconnaître qu'il y en a qui vont gagner, puis il y en a que tu vas perdre, mais en réalité, vous allez tous gagner parce que vous allez vous amener plus proche des objectifs de l'entreprise, puis plus proche du syndicat. Puis, c'est pas de se chicaner, c'est de faire du compromis, c'est de faire de la consolidation, c'est de faire de la communication, c'est d'essayer de rapprocher ces deux solitudes-là. Puis, la crédibilité que tu établis comme responsable des relations de travail quand tu as des relations de travail, ça repose sur la compréhension que tu as autant de la perspective syndicale que de la perspective patronale. Et il disait aussi, certains, que, tu sais, comme Sébastien, il disait, ce qui faisait que j'étais bon comme délégué syndical, c'est que j'étais capable aussi de faire la part des choses puis de dire, ben oui, ça, ben, hey, on va gagner ça si on est capable de faire telle chose. Je reprends mon petit exemple de mon clin d'œil à tantôt quand je vais mettre un programme de leadership si je vends à mon actionnaire que je vais augmenter sa valeur, ben, parce que tu y crées quelque chose, ben, c'était la même chose. Il y avait cette logique-là, il y avait cette compréhension-là que le syndicat est là pour quelque chose puis le patron est là pour quelque chose puis c'est là que tu gagnes ta crédibilité en relation de travail. Pas en te chicanant, pas en disant non à tout prix, puis pas en faisant en sorte que tu as des griefs à tous les jours, puis que tout se règle par grief de façon... je pense que c'est la saison passée, là, une de nos invités disait que c'était la méthode de travail dans l'organisation où elle était. Tu posais pas une question au RH, tu faisais un grief pour poser une question. Fait qu'il y avait des centaines et des centaines de griefs à gérer. Fait que tu es dans un état où tu es dans un esprit un peu plus différent d'un point de vue conflictuel, disons, quand c'est la méthode de gestion. Je me souviens aussi de Mélissa Lafond de l'aéroport. Tu sais, à l'aéroport, on y va puis on se dit, il y a beaucoup d'employés là. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'aéroport de Québec, ben, c'est peut-être 180, 200 employés, mais ça, c'est les gens qui travaillent à l'aéroport pour l'exploitation de l'aéroport, les travaux, le déneigement des pistes, etc. Mais on oublie que sur le site de l'aéroport, il y a peut-être 2000 employés qui travaillent. Fait que mes gens, moi, puis ils travaillent de plein d'entreprises, des entrepreneurs en construction avec un syndicat X, des gens qui sont des compagnies aériennes, des gens de l'entretien, tout, la sécurité, c'est un sous-traitant avec un autre syndicat. Donc, comment je viens me positionner moi-même avec mes propres relations, mes propres relations syndicales puis mes propres relations avec mes employés, quand je fais partie d'un écosystème dans un building ou un site où il y a 2000 autres personnes en même temps, que moi, je mène ma barque, mais que chacun là-dedans arrive avec ses prérogatives, puis sa façon de faire, puis j'ai peut-être 10, 15, 20 autres entreprises sur le site, qui fait au total, tous ensemble, 2000 employés, mais qu'on a toutes des visions différentes, puis une gestion différente de nos relations de travail. Mais ça amène à devoir se projeter, puis ça amène à devoir réfléchir à comment on se positionne. Ouais, côté relations de travail, bon, moi-même, j'ai souvent dit là, du chicanage puis de relations de travail. J'avais aussi la perception de dire, un peu comme Julie disait, je veux pas me chicaner, je veux pas faire de relations de travail, tout ça. Je dois dire que cette année, mes entrevues m'amènent à réfléchir davantage puis à ouvrir mes perspectives là-dessus. Puis je lance quelque chose en l'air à vous, ma belle communauté. J'aimerais ça avoir sur le podcast pour la prochaine saison un DRH ou VPRH d'un syndicat. Parce qu'on oublie qu'un syndicat, c'est des employés qui sont possiblement syndiqués. Je serais curieux d'avoir VPRH, DRH de la CSN ou whatever. Comment tu te positionnes quand ta contrepartie, les gens qui sont devant toi, c'est des délégués syndicaux dans plein d'organisations qui font ça la journée. Est-ce que tu es en mode où tu dis oui à tout? Parce que, tu sais, si on écoutait les syndicats, il faudrait que le patron dise oui à tout. Puis quand on écoute les patrons, il faudrait dire non à tout que le syndicat amène. Mais comment tu te positionnes? Comment tu sais, quand tu es la VPRH de la CSN ou la DRH de la CSN? En tout cas,
je lance ça en l'air si jamais il y a quelqu'un qui veut nous mettre en connexion. Je suis vraiment curieux de comprendre cette dynamique-là. Fait que qui ne demande rien n'a rien. Fait que la demande est lancée. Pour terminer, je termine avec un petit sujet un peu chouchou. Tout ce qui est évidemment attraction, recrutement, marque employeur. On en a parlé quelques fois. Évidemment, ben c'est mon quotidien dans mon entreprise entière en recrutement massif. L'attraction, moi j'ai un background plus de communication que de recrutement. Donc ça a toujours été partie de moi. J'ai commencé chez Ancia. En passant, ça fait 12 ans aujourd'hui. Pas au moment où on enregistre. Au moment où on enregistre, là, je célèbre mon 12e anniversaire de travail chez Ancia. Puis on se rappelle que j'ai été embauché pour faire des affichages sur Facebook. C'était un peu les débuts de dire « Hey, on a de la misère, la pénurie de main-d'œuvre. » Fait que j'ai été embauché pour faire des affichages sur Facebook. Puis 12 ans plus tard, je mène ma barque quand même pas pire. Puis j'ai pu racheter l'organisation. Puis j'ai gravi les échelons. Fait que ça a toujours été propre à moi, puis des projets de recrutement, ça me drive. Fait que quand j'ai pu, je disais, j'ai fait une entrevue un peu groupie avec Julien Pierre, Joupy pour les intimes, où on parle vraiment d'acquisition de talent, de comment on structure un département d'acquisition de talent, comment on communique notre marque employeur, c'est quoi les impacts, c'est quoi les leviers de la marque employeur. Jasmine de Stas qui parle comment ils sont passés d'une entreprise pas connue, qu'ils s'en allaient dans un party de famille, puis tout le monde disait « Ah ouais, tu travailles chez Stas? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi cette affaire-là? » Puis à pas le savoir jusqu'à du monde dire « Ah, tu travailles chez Stas? Ben oui, j'ai entendu parler de ci, de ça. » Comment ils ont utiliser des Facebook Live, par exemple, dans le temps de la pandémie, pour faire visiter l'usine, puis faire des événements, pour faire connaître. Puis ça a amené une mobilisation des employés. Ils ont transformé avec des employés ambassadeurs qui se sont dit, ben, je suis cette organisation-là, puis je suis prêt à la valoriser, puis à la mettre en valeur au travers des événements. Fait que, si vous aimez le côté marque employeur, recrutement, attraction, ça y touche beaucoup. Ça a été des entrevues super intéressantes. Un autre point que j'ai parlé avec Ariane, entre autres, qui est chez Valsoft, du temps qu'elle était chez Connect & Go. Ceux qui connaissent un peu Connect & Go, c'est Dominique Gagnon. Dominique Gagnon est très présent. C'est un chroniqueur régulier dans le journal Les Affaires. Il a écrit plusieurs livres. Il est très public sur des podcasts et tout. Puis elle expliquait comment un président qui se met de l'avant, petit clin d'œil à mon équipe de marketing qui m'ont poussé à sortir de ma zone de confort puis de lancer le podcast. Je le vois à des mesures un peu différentes de ce que Dominique a bâti au fil des années. Mais je vois quand même l'impact que ça a de parler à la communauté puis l'intérêt. Puis elle parle comment le fait que son président se mettait de l'avant puis mettait la culture. Fait qu'il n'allait pas annoncer dans les journaux « Hey, on devrait faire ci, ça, ou telle chose, c'est la meilleure façon de faire. » Il s'assurait que ce qu'il mettait de l'avant puis ce qu'il vendait en soi comme étant des conseils d'affaires, il était capable de le soutenir puis faire en sorte que c'est ce qu'il faisait vraiment dans l'entreprise. Fait que ça pouvait être challengeant pour elle, comme directrice talent culture, de dire « mon président est à l'avant-scène puis il s'en va dire « Voici qu'est-ce qu'on devrait faire puis voici comment gérer les talents puis comment faire ci puis comment faire ça. » Puis nous, on est-tu capable de le faire à l'entreprise? C'est ça qu'on fait? On ne commencera pas à dire quelque chose puis faire le contraire. Heureusement, c'était pas le cas. Il était aligné puis ça le permettait. Mais comment c'était une locomotive aussi pour elle, cette notoriété-là? Le fait qu'il allait dans des conférences, il apprenait des choses, il revenait au bureau puis il disait « Hey, il faudrait faire telle chose. » Je comprends que ça peut être essoufflant des fois pour certains, mais ça les a amenés, entre autres, à mettre en place la semaine de travail de 4 jours. Payer 5 jours, mais tu travailles 4 jours, puis à réfléchir le processus d'affaires, à éliminer le superflu, parce que quand tu y penses bien, là, on a tout à peu près 20% de temps dans notre semaine qu'on pourrait éliminer des réunions, des rapports, des affaires qu'on n'a pas besoin de faire. Mais eux autres se sont dit, on fera pas plus de travail, on va juste éliminer le superflu qu'on n'a pas besoin, puis on va être capable de travailler 4 jours. Fait que, tu sais, ça a amené cette réflexion-là, le fait qu'il soit très public, très présent, mais ça l'a amené aussi à se challenger et ça avait un impact sur son recrutement.
Parce que des gens, ils approchaient des profils, puis disaient « Hey, c'est Connect and Go », puis le fait « Ah oui, j'ai entendu parler », l'entreprise était plus connue. Donc, comment de mettre à l'avant-plan vos dirigeants, vos gens, ceux qui ont la fonction communication aussi, en plus de RH. On a vu ça, il y a de plus en plus d'entreprises que les coms sont au RH aussi. C'est quelque chose qui peut avoir un effet positif sur la marque employeur, sur l'attractivité que vous avez comme organisation. Fait que si vous êtes des tripeux d'acquisition de talent, bien évidemment, l'épisode avec Julien-Pierre Boisvert, c'est un incontournable parce que on en parle de A à Z, puis on tire beaucoup de choses intéressantes, comment il fait des parallèles avec le reste de sa carrière, mais aussi d'autres personnes qui l'ont abordé, Jasmine, Ariane. Si je repense à la saison qu'on vient d'avoir, évidemment, c'est très nourrissant, c'est très le fun. J'ai toujours autant de plaisir à rencontrer les gens puis à découvrir leur parcours. T'sais, on utilise le parcours professionnel des gens pour comprendre qui ils sont, qu'est-ce qui les a rendus comme ça, les apprentissages, les bons coups qu'ils ont faits au courant de l'année. On se fait un devoir de respecter notre ligne éditoriale, de nous recevoir dans nos entrevues phares de leader RH, des gens en situation de leadership en direction de vice-présidence, direction RH, pour donner cette perspective-là. Puis on ouvre la voie avec nos micro-RH, d'avoir des consultants, d'avoir nos gens qui viennent double-cliquer sur des thèmes, mais plus que ce projet-là avance, plus que ce projet-là se développe, ça me remplit encore plus de bonheur. De bonheur et de bonne humeur. Merci d'être là. Comme je dis, on s'en va pour l'été. Vous allez avoir plein d'autres petits épisodes qui vont se faire, qui vont vous être livrés là, par nos plateformes habituelles. Manquez pas ça. Ça va être des plus petits épisodes, un peu plus funky ou plus courts. On est déjà en train de préparer notre saison d'automne 2026. On a déjà quelques noms de bouquets. Je vous garde la surprise, mais on va frapper fort. On a des entrevues prévues dans la région de Québec avec des super leaders. On va probablement aussi aller faire un tournage dans la région de Montréal au début de l'automne. Si vous avez des noms, si vous avez des gens que vous avez entendus, vous avez vus dans des parcours, dans des conférences qui vous ont partagé, vous dites « J'aimerais ça entendre parler davantage puis devrait être sur le podcast », écrivez-nous, mettez-nous en contact. On est la plateforme pour ça, pour faire rayonner notre profession puis faire découvrir des gens. On apprend tellement à côtoyer les autres. Puis je peux définitivement dire que je ressors grandi de cette troisième saison-là parce que ça m'a amené à réfléchir, à me challenger. Une des choses concrètes que j'ai mis en place, on avait comme valeur dans l'organisation la transparence. Puis des fois, je me disais, hey, c'est difficile à soutenir la transparence comme valeur. Je vous parlais tantôt de comment on le vit au quotidien. Nos valeurs, c'est pas juste écrit sur le mur. Puis nos valeurs de transparence, ça peut être difficile à soutenir parce que des fois, on a des impératifs commerciaux, des confidentialités, de respect du dossier d'un employé. Il y a un enjeu avec un employé, tout le monde le sait, mais il pense qu'on fait rien, mais on peut pas dire au monde « Hey, oui, on adresse la situation parce que... » Mais c'est-tu de la transparence ou c'est pas de la transparence? À quel point on va dans la transparence à donner les salaires de tout le monde ou juste connaître les échelles? Fait que je trouvais que transparence, ça représentait bien qui est-ce qu'on est comme entreprise, puis qui est-ce que je suis comme leader, puis gestionnaire de l'entreprise où je suis transparent, puis je dis tout ce que j'ai à dire, puis que je peux dire. Par contre, si je me fie à la description du dictionnaire, puis tout ça, c'était un peu dur à soutenir la transparence. Puis je me souviens que Ariane, merci Ariane, t'a dit, les gens veulent-tu de la transparence ou ils veulent de la clarté? Ils veulent savoir on sait où ce qu'on s'en va. Ils veulent savoir pourquoi on fait les choses-là. Ils veulent savoir tous les tenants aboutissants ou ils veulent comprendre. Les gens sont plus intelligents qu'on pense. Les gens veulent de la clarté. Puis j'ai fait... Ça m'a frappé comme une tonne de briques. Puis j'ai dit, c'est ça que je veux. Fait que on a changé cette année une de nos valeurs sur notre mur. On a remplacé la transparence par la clarté.
Puis c'est ça. Est-ce que j'ai besoin de tout donner les salaires individuellement ou j'ai besoin d'indiquer, de donner de la clarté à mon monde pour dire voici comment votre travail est rémunéré, voici comment il est reconnu, voici la rémunération globale, voici comment tu peux, dans ton échelle salariale, qu'est-ce qui est reconnu, qu'est-ce qui peut faire bouger. Ils veulent comprendre qu'est-ce que c'est. Ils veulent pas nécessairement savoir le salaire de leur voisin. Bon, peut-être, il y en a, c'est le fun. Mais ils veulent surtout savoir que ce que je fais, c'est pris en compte, puis qu'il n'y a pas de favoritisme, puis que ma contribution est aussi contributive à ma rémunération que la contribution de l'autre personne à côté de moi. Puis c'est ça qu'on doit faire. Pourquoi on fait telle stratégie? Pourquoi on se met en mode acquisition? Pourquoi on se met en mode on pourrait se faire acheter? Mais pourquoi on garde ça au comité de gestion et tout? Les gens sont pas fous, ils savent, ils entendent parler, ils voient des choses. Voyons, c'est bien bizarre. Ça fait 3 fois que le monsieur Desjardins vient cette semaine ou dans le dernier mois, parce qu'il y a des registres, hein, on met ça à cause des CPAT, CTPAT, puis ces choses-là. Puis là, ils font comme, voyons, il y a du monde, Desjardins, BNC qui sont venus. Pourquoi on dit pas aux gens, hey, voici, on vous donne la clarté. Est-ce qu'on a toutes les réponses? Non. Mais on peut vous amener de la clarté pour vous dire voici où est-ce qu'on s'en va comme organisation, voici où est-ce qu'on s'en va comme objectif. On n'a peut-être pas toutes les réponses, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait parce que c'est une culture, ça se fait parce que ton monde est habitué, puis ça se fait parce que ça se vit au quotidien, pas juste dans les choses que tu veux communiquer ou que tu veux pas communiquer. Fait que merci Ariane, tu nous as fait évoluer. Tu m'as fait évoluer, puis j'apprécie cette conversation-là parce que j'ai maintenant beaucoup plus de clarté. Vous pourrez pas dire qu'on vous écoute pas. Il y en a plusieurs qui nous demandent où est-ce qu'on a pris le jeu Nouvelle Recrue qu'on joue à la fin de nos podcasts avec nos invités. Vous avez juste à aller sur nouvellerecrue.ca. Il est maintenant disponible en ligne, en commande. Vous pouvez vous en faire livrer puis l'utiliser vous aussi avec vos nouvelles recrues pour apprendre à les connaître dans les premières journées, premières semaines en emploi. Alors, amusez-vous autant que nous. nouvellerecrue.ca. Je terminerai rapidement en remerciant du fond du cœur la gang du bureau, Michael qui est là, qui fait les extraits, qui m'aide avec le booking, la logistique, la gang de votre studio créatif qui font un job extraordinaire avec la production, nous suivre dans nos idées d'être prendre le studio, amener ça. Ah ouais, on va à Montréal, on fait un événement, il y a du bruit pas possible. Ils font des miracles avec le son qui se passe. Merci à Charlie au bureau, aux gens qui m'ont poussé. Maude qui est en congé de maternité, puis je sais que des fois, elle nous écoute quand même, qui a cru en moi, puis qui me poussait à dire « Ah oui, t'es capable, vas-y, fais-le ». Merci aussi aux gens qui arrêtent puis qui nous écrivent ou qui sont là, on l'a vu dans nos événements. Les gens venaient nous voir puis ils nous disaient « Hey, j'aime tellement votre podcast, merci, j'ai tellement appris, j'ai vu des choses. » Vous savez pas à quel point ça me fait un bonheur incroyable. Puis tu sais, moi, j'ai fait ça pour faire rayonner la communauté. Puis dire que les leaders RH, c'est pas mal plus que juste du monde qui embauche puis qui congédie du monde. Il y a plein d'autres choses. C'est ça. Des fois, ça m'arrache le cœur de voir des fois sur des posts, sur des RH, puis les gens, c'est bien les RH sont ci et ça. Je suis sûr que vous en avez vu, vous autres aussi. Colin, on est tellement plus que ça, puis on peut tellement apporter plus que ça. Puis c'est la beauté de notre profession, puis de ce qu'on fait au quotidien. Fait que, merci de partager, merci de faire rayonner. Si vous avez du monde que vous voulez voir au podcast, écrivez-nous, envoyez-nous-le, partagez-leur. Puis... si vous connaissez des gens inspirants, dites-leur « Hey, tu devrais aller raconter ton histoire à Michel. » C'est ça. Venez nous voir. Merci beaucoup. Bon été tout le monde. Profitez-en, rechargez vos batteries, puis on vous arrive avec une saison extraordinaire à partir de septembre. Bon été!